j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter choix, stratégies, réussites et malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va s'intéresser à la grande offensive de printemps du gouvernement sur la fraude fiscale, mais surtout sociale, semble-t-il. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, a sorti la sulfateuse. Est-ce le retour de la guerre à l'assistanat? Et puis, la longue marche d'Emmanuel Macron qui continue. Cette semaine, il met le paquet sur la réindustrialisation du pays. Est-ce qu'il a enfin réussi, le président, à passer à autre chose après la guerre d'usure des retraites? Et puis, last but not least, on s'intéressera à la stratégie de Marine Le Pen, la présidentielle, toute la présidentielle et rien que la présidentielle. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que ça peut marcher? Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme et de la communication politique, comme d'habitude, les top guns du décryptage qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement, des partis. Et tout d'abord, l'inévitable Gilles Bornstein, rédacteur en chef à France Télévisions. Bonsoir. Salut Gilles. David. L'indispensable Émilie Zapalski, communicante politique, spécialiste en com de crise. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. Et l'inénarrable François-Xavier Bourmeau, grand reporter au Figaro. Bonsoir François-Xavier. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez déjà par cœur. Pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, on le disait, ça ressemble de plus en plus à une grande offensive de printemps pour le gouvernement. Haro sur la fraude fiscale. Grande interview au Monde hier de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui détaille toute une série de mesures et qui les a répétées encore une fois hier sur BFM TV. On l'écoute. Donc vous allez chercher l'argent là où il est. Exactement. Et là où il doit être versé surtout. Comment est-ce qu'on fait? C'est la question que vous avez posée. Il y a plusieurs leviers. D'abord, on renforce les moyens. J'ai annoncé 1500 effectifs supplémentaires pour le contrôle fiscal à la Direction Générale des Finances Publiques, le doublement des effectifs d'officiers judiciaires des finances du SEJF et également des moyens supplémentaires avec la création d'un service de renseignement fiscal qui va nous permettre d'aller collecter de l'information, notamment sur des territoires, on parle parfois de paradis fiscaux, d'États non coopératifs, pour lesquels il n'y a pas de transparence et il n'y a pas d'information. Alors, à ces quelques mesures, on pourrait ajouter l'augmentation des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines, le contrôle tous les 2 ans des plus grandes capitalisations boursières. Gilles Bornstein, je me tourne vers vous. Pourquoi est-ce que le gouvernement choisit de mettre le paquet maintenant sur cette question de la fraude fiscale? Eh bien, parce qu'après la séquence des retraites, il fallait une réplique. La séquence des retraites était vraiment une séquence très marquée à droite par son contenu, les 64 ans, à droite par la méthode, le 49.3. Et après ça, eh bien, le président de la République, manifestement, s'est dit, il va peut-être falloir que je n'oublie pas que j'ai une jambe gauche. Et en France, quand on veut mettre un marqueur à gauche, faire payer les riches, ça fonctionne toujours hyper bien. Donc voilà, vous avez dit tout à l'heure fraude fiscale, fraude sociale. Au début, ça devait être fait ensemble. Et là, la fraude sociale, ça s'adresse surtout à la droite, parce que la fraude sociale, c'est faire la chasse aux ceux qui touchent indûment, aux congés maladie bidons, à ceux qui touchent des indemnités qu'ils ne devraient pas toucher. Bref, c'est un cheval de bataille de la droite. Faire payer les riches, la fraude fiscale, c'est vraiment pour parler à la gauche. Manifestement, le président a fait le choix aussi de parler à la gauche et aux classes moyennes. Alors, faire payer les riches, ça parle à la gauche. Le président des riches veut devenir le président qui fait payer les riches. C'est pas gagné, mais on sent que c'est l'objectif. Et puis aussi sur les classes moyennes, parce que Gabriel Attal a dit un truc incroyable. En gros, les classes moyennes, on les laissera tranquilles. Ça veut pas dire frauder, on vous laisse. Ça veut pas dire frauder, il y aura pas de souci. Mais enfin, quand même, c'est rare d'explicitement dire à ce point, c'est pas pour vous les classes moyennes, l'artisan qui ne paye pas l'URSSAF, on ne l'emmerdera pas. Celui qu'on veut emmerder, c'est le possesseur de très gros capital ou l'entreprise du CAC 40, parce que effectivement, les classes moyennes, ce sont celles qui vont nourrir les gros bataillons de Marine Le Pen, et donc à la fois une offensive vis-à-vis de la gauche en faisant payer les riches et vis-à-vis des classes moyennes en disant on va vous laisser tranquille, ce n'est pas la peine d'aller chez Marine Le Pen, nous aussi on vous défendra. Vous êtes d'accord, Émilie? Est-ce que ça permet de faire passer un peu cette pilule amère de la réforme des retraites
sur le thème. Bon voilà, après une réforme très impopulaire, on réintroduit un peu de justice fiscale en faisant payer les plus riches. Oui, réforme très impopulaire et réforme qui a refait émerger le président des riches, comme vous disiez, Gilles. C'est-à-dire vraiment cette étiquette qu'Emmanuel Macron avait réussi un petit peu à se décoller en fin de quinquennat avec la période Gilets jaunes, les pouvoirs d'achat qui avaient été remobilisés là-dessus, enfin de l'argent. Et puis là, tout d'un coup, ça s'est revenu, notamment ces déclarations dernières sur l'objectif de la réforme des retraites pour assurer les milieux financiers. D'ailleurs, on voit que c'est bien réussi puisque la note n'a pas été très bonne, Fitch, puisqu'elle a été diminuée. Fitch a baissé la note de la France il y a 15 jours à 1-. Voilà, on attend encore la prochaine note d'une prochaine agence de notation. Mais en gros, cette étiquette du président des riches est revenue. Donc oui, c'est l'idée de se dire, on va taper sur les plus riches, donc avec ce plan sur les fraudes fiscales. Mais je crois que ça a un deuxième objectif, c'est vraiment, moi, il me semble, pour aller réveiller cet électorat du Rassemblement national, parce que c'est vraiment ce qu'a créé Marine Le Pen, toutes ces questions, sa communication autour du pouvoir d'achat pendant la présidentielle 2022, autour des classes moyennes. D'ailleurs, on a entendu Gabriel Attal lui dire venez, moi je veux faire un débat avec Marine Le Pen ou avec le Rassemblement national, spécifiquement sur les classes moyennes. Donc on voit bien... Marine Le Pen, pardon, je vous coupe un instant, a décliné et a renvoyé sur Jordan Bardella, estimant que débattre avec le ministre des Comptes publics n'était pas son niveau. Donc elle se positionne vraiment pour la présidentielle 2027. Elle n'était pas là pour participer à l'édification de la stature présidentielle de Gabriel Attal. Voilà, mais on sent bien qu'il y a cette opposition. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Alors là, c'est sur la partie fraude sociale, mais c'était les déclarations de Bruno Le Maire. On va y venir dans une Alors on y reviendra parce que on voit bien qu'il y a des clins d'œil à cet électorat du Rassemblement national. Les classes moyennes, c'est typiquement ce qui relève, en tout cas, des actions du Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé, François-Xavier, vous qui êtes bien informé sur les coulisses du pouvoir? Est-ce qu'on a eu, il y a eu une réflexion chez les conseillers des ministres, du président sur le thème, il faut mettre absolument un coup de barre à gauche sur cette question de la fiscalité? Oui, sur le coup de barre à gauche, c'est évident. En tout cas, tout le vocabulaire est sorti. On parle d'ultra riches, de multinationales, des plus gros patrimoines. En fait, il manque plus que les patrons royaux, les exilés fiscaux. Et là, on a fait le plein. Ça rappelle un peu la stratégie qu'avait eu Emmanuel Macron pendant la deuxième campagne présidentielle en 2022, notamment dans son meeting de la Défense Arena, à la Défense, quand il s'était approprié le slogan du NPA en expliquant que nos vies valent plus que leurs profits. Donc il y a vraiment une volonté de mettre les deux pieds dans ce camp de la gauche et de s'adresser à cet électorat-là. Bon, il y a quand même un côté shérif qui débarque au saloon après la bagarre et qui promet qu'on va envoyer tous les bandits en prison. Oui, ça c'est ce que j'allais vous dire. C'est quand même un peu contradictoire avec l'ADN du macronisme qui a supprimé l'USF, refusé d'augmenter les impôts et qui considère que finalement ne pas assommer les entreprises d'impôts, c'est une règle sacro-sainte pour attirer les investisseurs. Il y a eu un virage là. Oui, alors on en parlera après sur la réindustrialisation, mais effectivement là on a plutôt l'impression d'être dans la déclaration d'intention à une nuance près. L'année dernière, les contrôles fiscaux ont rapporté 14,6 milliards d'euros. C'est un chiffre qui était en augmentation de 8,2% à peu près, grâce notamment à l'intensification des contrôles. Alors ce que propose Gabriel Attal justement là, c'est passer encore un cran dans les contrôles fiscaux pour essayer de ramener Est-ce que ce sera efficace? Bon, au bout du compte on n'en sait rien, mais sur le montant en tout cas, on voit que ça s'approche un petit peu de ce que permet d'économiser la réforme des retraites. C'est pas un petit montant et c'est des marges de manœuvre que le gouvernement a vraiment besoin en ce moment, où il est en train de sortir le carnet de chèques pour essayer de calmer tout le monde. Gilles Borstein. C'est pas payer plus. Je n'ai pas le sentiment que ça va à l'inverse de l'ADN macroniste, parce que à aucun moment, j'ai bien lu l'interview de Gabriel Attal et je l'ai écouté sur une radio hier matin. Pas de hausse d'impôts. Pas de hausse d'impôts. Ils disent pas ils doivent payer plus. Ils disent ils doivent payer ce qu'ils doivent. D'accord. Ils doivent payer ce qu'ils doivent, ce qui est un gage de justice sociale, de cohésion sociale, parce que je pense que c'est fait pour lutter contre l'idée certainement assez justifiée qu'ont les Français que ceux qui ont beaucoup et qui devraient payer beaucoup sont aussi ceux qui ont les moyens de se payer des conseillers fiscaux, des avocats hors de prix, qui leur permettent de trouver des montages fiscaux, qui leur permettent à la fin de diminuer leur impôt, là où vous et moi et les classes moyennes on ne peut pas le faire. Donc, c'est plus un truc de chacun doit payer ce qu'il doit faire et les efforts peuvent être acceptés du moment qu'ils sont partagés. Et c'est là où c'est nouveau. Nous ne voulons plus qu'un certain nombre
parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont puissants, échappent à l'effort qu'on demande à tout le monde. Donc pas un vrai virage, vous êtes d'accord, Émilie ? Non, je pense que c'est pas un vrai virage et c'est quand même une grosse opération de communication parce que si on en vient quand même dans le détail, déjà alors on enlève tout ce qui relève de la TVA, c'est quand même l'une des fraudes fiscales les plus importantes en termes de montant et il n'y a pas un mot là-dessus. On parle de retirer le droit de vote aux élections. Est-ce que ça empêche vraiment la fraude fiscale ? Est-ce que ça empêche ? Est-ce que ça va nous récupérer quelques milliards ? On a même parlé de travaux d'intérêt généraux. On a parlé de travaux d'intérêt général et avec... Alors moi, c'est même pas la gauche. Hein. Moi, je pense que c'est pas la gauche, c'est populiste. Quand on entend quand même Gabriel Attal parler de faire repeindre le centre des impôts du coin par des gens qui auraient fraudé, mais excusez-moi... Populiste, si ça, c'est pas, vous allez jusque-là. Moi, je pense que c'est populiste. Et je pense que c'est... populiste. Je pense que c'est pas des mesures qui sont... Évidemment que c'est des mesures à connotation dans notre imaginaire de gauche, mais pour moi, c'est des connotations beaucoup plus populistes qui appartiennent encore une fois à tout ce que vend le Rassemblement national, et c'est bien là que s'adresse le gouvernement. Il faut pas se tromper, hein. Et c'est une opération de communication, parce que ça, moi, je vous mets tout, je mets un petit billet de 20 euros que ça n'a... Défiscalisé, bien sûr. Défiscalisé, avec tous mes conseillers fiscaux, que ça ne va pas augmenter énormément. Et c'est terrible, parce qu'on sait que la fraude fiscale, c'est énorme comme manne financière. Vous avez parlé de 14 milliards d'euros par an. Vous avez parlé de 14 milliards d'euros, mais on pourrait... Et c'est beaucoup plus. La TVA, je crois que c'est plus en vingtaine de milliards d'euros que ça se compte. Et là, franchement, cette opération de communication de Gabriel Attal, je ne suis pas sûre que ça va permettre de gagner beaucoup, beaucoup plus que ce qui est à l'heure actuelle récolté auprès de ces populations-là. Vous êtes d'accord, François-Xavier ? Est-ce que, ce faisant, le gouvernement chasse sur les terres électorales du Rassemblement national ? Alors oui, parce que le vocabulaire utilisé, ça vise effectivement l'électorat de gauche, mais il y a aussi une autre catégorie qui est visée, c'est donc les classes moyennes, celles qui ne sont pas assez riches pour faire de l'optimisation fiscale, mais qui gagnent suffisamment pour ne pas toucher d'aide de l'État. Donc, cet électorat-là, on sait qu'il est plutôt fléché vers le Rassemblement national. Autre chose, cette opération, elle a une limite qui est vraiment importante et qu'on n'a pas sans doute encore saisie, c'est l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, c'est légal. Oui. C'est pas forcément moral, mais c'est légal. Non, mais donc, là, il y a quelque chose dessus. Dans la réforme, il y a aussi quelque chose dessus. Il y a la pénalisation de ceux qui... est prévu la pénalisation de ceux qui proposent des kits clés en main. Voilà, moi je veux bien que il y a une inventivité dans ce domaine et c'est légal. C'est pas bien. Quand il ne fait rien, c'est pas bien, mais quand il fait des trucs, c'est du. Je ne vois pas en quoi demander aux riches de payer ce qu'ils doivent, c'est populiste, et de ne pas le faire qui serait populiste. C'est pas tout à fait ce que je dis, hein. C'est que c'est une opération de communication parce que dans les moyens qu'ils se donnent. Ah oui, moi dire qu'on va éviter la fraude fiscale en faisant repeindre le centre des impôts, oui, je trouve ça populiste. Je suis désolé. Et le droit de vote, c'est pareil. Embaucher 1500 personnes pour traquer la fraude fiscale des riches, c'est populiste ? Non, ça c'est très bien, évidemment. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir avant, c'est qu'on a enlevé beaucoup de monde justement sur la fraude fiscale au profit de la fraude sociale, alors qu'on sait que ça rapporte beaucoup moins. Quand il fait un truc, on lui reproche qu'il a fait avant. Non, je relève juste des aspects de communication. On va laisser François-Xavier terminer son... C'est l'inverse du populisme. On va laisser François-Xavier terminer son raisonnement. Pour vous mettre d'accord, disons qu'il y a un emballage populiste pour une mesure. Il y a un emballage de com, ça je suis d'accord. Mais je parle de la com. Alors, on est tous d'accord, une mesure plutôt de gauche, plutôt sociale, un emballage de com plutôt en direction des classes moyennes, voire en direction des électeurs du RN. Alors, on y faisait allusion tout à l'heure, il y a la fraude fiscale, mais aussi la fraude sociale. Et ça renvoie bien sûr à tout un imaginaire, le fameux cancer de l'assistanat qu'évoquait il y a quelques années Laurent Wauquiez. Et là-dessus aussi, des mesures sont en préparation. On écoute toujours le ministre Gabriel Attal, c'était cette fois hier sur France Inter. Mais j'assume de dire qu'il faut lutter contre toutes les fraudes, sans stigmatiser, sans instrumentaliser, sans pointer du doigt. Emmanuel Macron lui-même, dans Le Parisien, avait dit que certains abusaient avec le RSA. Il peut y avoir des abus, effectivement. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que tout le monde abuse ? Non. Le RSA, tout le monde ne le demande pas. Vous avez des bénéficiaires qui ne le demandent pas. Il n'est pas versé automatiquement par l'État. C'est pour ça qu'on veut faire le versement à la source, qui est un engagement de campagne. Mais donc c'est de l'argent en plus de l'État. C'est plus de 10 milliards d'euros par an à peu près. C'est pour ça qu'on va faire le versement à la source qui a été annoncé par le président de la République. Il n'y a pas que le RSA d'ailleurs. Vous avez aujourd'hui des Français qui travaillent, qui ont droit à certaines aides, par exemple pour des mères isolées qui travaillent, ou des aides à la complémentaire santé, qui ne les demandent pas parce qu'ils n'ont pas l'information, souvent parce qu'ils travaillent tellement qu'ils n'ont pas le temps forcément de s'occuper d'aller chercher l'information. Donc oui, le versement à la source, c'est une mesure profondément sociale, c'est un chantier majeur et ça sera une très grande fierté de l'avoir porté dans ce quinquennat.
Donc, sur le RSA et la fraude sociale au sens plus large, là on a un Gabriel Attal qui est plutôt dans le rôle du gentil flic, puisque ça va être le versement à la source du RSA. Mais la semaine précédente, on avait eu le méchant flic, c'était le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur les allocations qui partaient au Maghreb, souvenez-vous. Donc là, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. On a quand même l'impression, Gilles Bornstein, que là on chasse clairement sur les terres de Marine Le Pen. Ah bah ça, oui. Je trouve que tout ne se vaut pas. On ne peut pas, à chaque fois, quelqu'un de la majorité... Enfin, je veux dire, on peut renoncer à toute analyse. Mais quoi qu'il fasse de dire que de toute façon c'est populisme, je trouve que c'est l'inverse de notre métier. Alors oui, quand Bruno Le Maire dit qu'on va sauver la République en allant récupérer 3,50 € qu'un Algérien aurait touché indûment du RSA, oui, c'est populiste. Quand on dit que les gens du CAC 40 doivent payer des impôts et qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'ils payent non pas plus, mais qu'ils payent ce que la loi leur demande de payer, je trouve que c'est l'inverse du populisme. Et Mélisa Pasky, ça renforce finalement votre analyse de tout à l'heure, cette affaire de fraude sociale. Moi, j'avoue que j'étais vraiment particulièrement étonnée d'entendre ça dans la bouche de Bruno Le Maire. Moi parce aussi. qu'on n'a jamais entendu ce personnage qui relève plutôt d'un gaullisme assez raisonnable, droite raisonné, modérée. Personnellement, je l'avais jamais entendu faire des sorties comme ça. Ça a pas mal choqué, hein, ça a pas mal choqué. Et puis en plus, ça relève d'un fantasme, je pense, en termes de chiffres, de chiffrage que ça représente, qui est absolument anecdotique par rapport à la fraude sociale globalement et à la fraude fiscale encore plus. Moi, je pense quand même, et je suis désolée, Gilles, qu'il y a cette envie, peut-être c'est même plus qu'une envie, c'est peut-être une panique à bord, parce que c'est un gouvernement qui a beaucoup joué du front républicain, et on voit que les idées maintenant de Marine Le Pen commencent à prendre dans la société d'une manière beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait imaginer, et en miroir, le front républicain, si on en croit les sondages en tout cas, commence à un petit peu s'effriter, les jeunes notamment n'y croient plus ou ne le veulent plus, je ne sais pas, et donc j'ai l'impression que ce gouvernement dû en même temps commence à en effet faire les yeux doux à cette classe moyenne, et Bruno Le Maire en a été un des représentants premiers. Donc voilà, après le RSA à la source, toutes ces choses-là, bon, c'est bien, mais voilà, c'est le en même temps, mais qui est toujours un peu déséquilibré, avec toujours plus de mesures de droite et un peu populiste, et toujours un peu moins, un petit peu, parce qu'il faut quand même le faire, parce que c'est joli, un petit peu des mesures de gauche, mais qui ne sont pas très ancrées dans la réalité. François-Xavier, vous confirmez, il y a un vent de panique dans les couloirs de l'exécutif. Est-ce qu'on a décidé de lancer tous azimuts cette grande offensive de printemps? Mais elle est intéressante, en tout cas, cette offensive sur les deux fronts. On va d'abord s'attaquer aux riches, puis on va s'attaquer à ceux qui fraudent le RSA. C'est assez conforme en même temps, finalement. C'est du en même temps, mais on sent un gouvernement qui ne sait pas où placer le curseur en réalité. Parce qu'on va d'abord s'adresser à un électorat de gauche, et puis de l'autre côté, on s'adresse à un électorat de droite, tout en visant aussi un électorat RN, les classes moyennes. Ils ne savent plus où placer le curseur, et ils ne savent plus où ils habitent en réalité. Parce que, bon, vous prenez un gouvernement de droite, on sait tout de suite dans quel sens ça va aller. C'est vraiment plutôt sur les fraudeurs aux allocations sociales. Prenez un gouvernement de gauche, bon, c'est accéléré. Faire le en même temps là-dessus, au bout du compte, qu'est-ce que va retenir le français moyen? Qu'est-ce qui va retenir de cette politique? Est-ce que le risque, c'est pas de se mettre tout le monde à dos, finalement? Regardez que cette histoire sur la traque fiscale, elle arrive en miroir à une autre histoire différente, sur celle sur l'immigration, où là aussi, ils ont essayé de saucissonner le projet de loi pour parler un coup à la droite, pour essayer de parler un coup à la gauche. Donc, on voit bien que tout ça est aussi la conséquence de cette Assemblée nationale où il faut aller trouver des alliés à droite et puis des alliés à gauche, et où finalement, la ligne, le curseur varie. La ligne, c'est la technique du saucisson maintenant, permanent, si j'ose dire. On découpe pour aller chercher des alliés d'un côté et de l'autre, et puis au gré des alliances qu'il faut constituer. Donc le gouvernement perdu. Émilie. Quelque part, ça montre les limites du en même temps, et même peut-être le fantasme d'un en même temps qui, sur le plan théorique, sur le papier, est très séduisant, mais dans la pratique est difficilement tenable. On voit de plus en plus que c'est très limité. Le sujet de l'immigration, alors qui refait surface encore aujourd'hui, après alors avoir été enterré, puis avoir refait surface, puis réenterré. En saucisson ou pas en saucisson, on n'y comprend plus rien, mais on voit très bien que ça va être très compliqué. Et en même temps, le gouvernement ne donne pas assez peut-être de concessions ou de cadeaux à la droite pour les embarquer complètement et s'assurer un projet de loi qui soit adopté. Pas comme avec alors, vous étiez, Gilles, fâché contre l'emploi par Émilie du terme populiste, mais sur le côté fraude sociale, ça sent quand même un petit peu le gros rouge qui tâche. Hein, c'est du Wauquiez, la guerre au cancer de l'assistanat. Vous êtes d'accord sur ce point? Je trouvais que l'offensive... Enfin, je trouve qu'on ne peut pas à la fois reprocher à Emmanuel Macron d'avoir... Il a trahi, d'une certaine manière, il a trahi le en même temps, il a mené plutôt une politique de droite. Je trouve que quand, une fois de temps en temps, il fait des trucs de gauche...
L'honnêteté consiste à dire, oui, là, c'est à nouveau le en même temps. Il y a pour la droite avec la lutte contre la fraude sociale, et il y a pour la gauche avec la lutte contre la fraude fiscale. Oui, je suis parfaitement d'accord, la lutte contre la fraude sociale, il y a un petit côté gros rouge qui tâche, et il y a un petit côté populiste. Pas d'accord, François-Xavier. Non, il fait quand même beaucoup de trucs de gauche, Emmanuel Macron. Là, la politique du carnet de chèques ouvert à tout vent depuis un an et demi. C'est pas faux. Ça, c'est quand même une politique de gauche. Donc, il est en même temps, mais en même temps dans le pire de la droite et en même temps dans le pire de la gauche. Et ça crée pas le mot de la fin pour cette partie, pour François-Xavier Bourmeau. Merci pour ses commentaires et ses informations. On se retrouve très vite après une petite pause pour la deuxième partie de notre débat consacré au grand plan de Macron pour la réindustrialisation du pays. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe au deuxième sujet de notre débat, le Tour de France du président Macron qui continue. Et cette semaine, il a décidé de mettre le paquet sur l'industrie et la réindustrialisation du pays. Demain soir, il reçoit des investisseurs à l'Elysée. Vendredi, il sera sur le terrain à Dunkerque pour annoncer, je crois, un investissement industriel de très grande ampleur. Et enfin, lundi, ce sera Choose France, la grande réunion annuelle des entrepreneurs à Versailles. Est-ce que ça peut marcher, ça, Émilie, après des mois de bataille autour de la réforme des retraites? Est-ce que c'est un bon moyen de changer le terrain et la thématique du débat? En tout cas, c'est un gros chantier pour Emmanuel Macron depuis le début, même précédent quinquennat, tout ce qui concerne l'attractivité de la France, les investissements étrangers. Les résultats sont plutôt à la hauteur de nos attentes, en tout cas, puisque ça progresse. L'industrie, c'est une grosse question aussi. On l'a vu avec la crise Covid, avec l'Ukraine, qu'on n'était pas trop au rendez-vous. Il y avait eu une progression de l'emploi industriel, et puis ça s'est refaibli avec les crises, et aussi des créations d'usines qui se remettent au vert. Donc c'est toute une volonté qui est quand même, on peut que la saluer sur ces aspects-là. Là, je crois que c'est une gigafactory, tout ce qui concerne les batteries électriques pour l'automobile. Donc c'est tout ce qui est projet d'avenir. Il y a le plan d'investissement France 2030 aussi qui est axé là-dessus. Donc après il faut voir en termes d'installation, de choix. On sait que ça relève. Là, l'annonce a l'air suffisamment mûre pour être vraiment réelle. Mais on sait que parfois, je crois que c'était une usine de Tesla qui, au dernier moment, ça avait changé parce que c'était l'Allemagne qui était plus vendeuse sur à la fois son territoire, ses infrastructures. Et puis, donc, ça peut bouger à peu de choses près. Moi, je crois que ce qui est important là-dedans, et alors Gilles va encore dire que je critique le gouvernement, mais c'est qu'il faut aussi... Moi aussi, je critique le gouvernement, mais pas quoi qu'il fasse. Non, je pense pas quoi qu'il en coûte. Je pense qu'il y a un point, par contre, ça relève pas que du plan national État, c'est aussi les collectivités. On sait que c'est très important. Il y a des programmes de sites clés en main pour essayer d'accélérer la disposition des sites industriels par les industriels. Il y a les territoires d'industrie. Donc c'est un travail main dans la main entre l'État et les collectivités parce que elles connaissent bien leur territoire, elles savent ce qu'ils peuvent mettre à disposition comme infrastructure, mobilité, tout ce qui va autour, ou pour les salariés, ne serait-ce que les familles de salariés. Donc moi je trouve que c'est en tout cas un beau projet d'avenir pour la France. Il faut qu'il y ait des résultats à la clé, mais pour l'instant ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je critique rien du tout de ce qu'a dit Émilie. Alors ça va. C'est rare, c'est suffisamment rare pour être souligné. François-Xavier, vous qui avez parlé avec les conseillers d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui vous explique sur cette volonté forcenée de remettre sur le devant de la scène la question de la réindustrialisation? Pourquoi c'est si important aujourd'hui? Alors déjà, c'est un des rares chantiers d'Emmanuel Macron lancé dès 2017 qui affiche des résultats positifs. Alors il y a 300 usines qui ont été recréées, il y a 90 000 emplois industriels qui ont été recréés depuis 2017. On voit que le processus est enclenché et surtout, il s'explique qu'on explique autour d'Emmanuel Macron, c'est que si les industriels ou les investisseurs étrangers reviennent en France, c'est parce qu'ils bénéficient d'un cadre fiscal stable. Quand Emmanuel Macron dit qu'il n'augmentera pas les impôts, les industriels savent qu'ils vont pouvoir dresser leur business plan et sans à-coups à droite ou à gauche avec des augmentations incontrôlables. Et donc ça, c'est apporté au crédit d'Emmanuel Macron. Autre chose, puisqu'on peut quand même aussi parler un peu des retraites. Quand Emmanuel Macron dit qu'il va réformer les retraites et qu'il réforme les retraites et qu'il tient face à la contestation, c'est aussi un message qui est envoyé à ces investisseurs étrangers pour dire que quand le président dit quelque chose, il le fait. Et donc, il crée de la confiance, il crée un climat qui permet à ces industriels qui en tout cas peut convaincre ces industriels de s'implanter en France. Même si l'agence de notation, on le disait tout à l'heure, Fitch a baissé la note de la France. Baissé la note. Juste, alors, une nuance sur le succès de cette politique.
300 usines créées là, depuis 2017. Depuis 2008, la crise de 2008, la France en a perdu 600. Donc à la fin du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, l'objectif c'est de rattraper le niveau de 2008. Donc on est vraiment dans une politique qui fonctionne, mais qui est de rattrapage. Ensuite, pour passer à la vitesse supérieure et dégager un excédent commercial pour combler le déficit français, la marche est encore assez haute. Alors c'est vrai qu'on a, et même avant 2008, on a perdu des centaines, si ce n'est des millions d'emplois industriels français sous les différents présidents précédents. Est-ce que ça parle à l'opinion, Gilles Bornstein, la réindustrialisation du pays, un grand plan industriel, des investissements massifs? Est-ce que ça peut permettre à Emmanuel Macron de reconquérir un petit peu de popularité? En tout cas, comme offensif, pro-business, fiscalité stable, etc., c'est plus finaux de dire c'est pour réindustrialiser, ce qu'il fait demain, que de dire ce qu'il a fait pour les retraites, c'est pour assurer les marchés. Tout ça, en gros, ça s'adresse aux mêmes gens. Ce message-là me paraît plus à même d'être entendu. Je ne sais pas s'il le sera. En tout cas, ça a plus de chances de marcher que de dire c'est pour faire plaisir à la Commission européenne. Il y a une autre chose qui est importante pour lui, c'est que c'est aussi une réponse à Joe Biden et aux États-Unis. L'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui était un moyen qui a été très efficace, parce que j'ai lu récemment qu'il y avait une ruée des industriels vers les États-Unis, parce qu'on sait que Joe Biden, dans une sorte de protectionnisme, a créé une politique fiscale et un environnement facile pour les... Il fait du dumping. Il fait du dumping. Il était très important pour l'Europe et pour la France de montrer qu'ils étaient capables de lutter. On verra ce qu'il y a comme annonce demain, après-demain plutôt. Mais là aussi, c'est un montrer aux États-Unis, inciter nos partenaires européens à avoir une politique industrielle forte pour attirer, voire garder, c'est autant défensif qu'offensif, garder du business en Europe qui pourrait partir aux États-Unis. Émilie, est-ce que c'est une bonne recette? Est-ce que la reconquête industrielle peut rendre Macron un peu plus populaire, ou du moins moins impopulaire? Alors, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer si ça a vraiment un écho auprès de la population, mais moi j'ai l'impression que oui quand même, parce qu'on a traversé des crises qui ont montré, on a parlé des manques qu'on avait, que les chaînes de valeur étaient coupées parce que les frontières étaient fermées pendant le Covid. Je pense que ça a quand même infusé dans la tête des gens que oui, l'industrie, on en a besoin en France, on l'a abandonnée depuis longtemps, et qu'on en a besoin. Qu'il soit un chef de guerre sur ce côté-là, il me semble que c'est pas idiot en termes d'image. Après, il va falloir des résultats. Et moi, je mettrais juste un bémol. C'est qu'il faut faire attention parce que l'attractivité à tout prix, ça peut être dangereux. Ce que je veux dire, c'est qu'on va attirer des investissements étrangers, entre autres, et parfois des entreprises étrangères qui vont faire concurrence à des entreprises françaises qui vont être déjà implantées. Il y a eu des cas comme ça d'une entreprise, je crois, indienne qui a été accueillie en France énormément bien, donc ça veut dire des subventions, des aides et tout ça. Vous pensez à Mittal? Non, c'était pas Mittal, c'était alors je me souviens plus de quel secteur d'activité, mais qui a fait concurrence à une autre entreprise française qui était moins subventionnée. Donc attention, j'allais dire, là on revient sur les bijoux de famille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on produit nous, franco-français? Et on revient encore sur cette thématique du nationalisme ou du localisme ou de qu'est-ce qu'on garde en France. Vous savez, on a vu avec les Chinois qui sont même allés acheter des terres agricoles même chez nous. Est-ce qu'on met des limites à qui achète quoi, qui peut acheter quoi et investir? On a aussi dans ces investissements étrangers beaucoup d'Amazon, d'entrepôts, de choses comme ça. Ça relève quand même d'un modèle économique, social derrière sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et d'ailleurs, il y a des territoires qui se mobilisent pour pas accueillir ce type de projet. Donc voilà, c'est plus le bémol de la fin justifie pas tous les moyens, en tout cas dans et attention cet aux élan effets positif. collatéraux. Exactement. Gilles, je crois qu'il y a un effet Doliprane. Je pense que tout le monde a été choqué pendant le Covid de s'apercevoir qu'on ne produisait plus de Doliprane en Europe. Même les masques aussi. Et de masques, c'est juste. Absolument. Je pense que ça a traumatisé tout le monde, du président de la République à l'opinion publique. Je pense que là, pour le coup, personne ne tient gré à Emmanuel Macron. Enfin, tout le monde sait que c'est des années de politique de mondialisation, effectivement, de délocalisation de chaînes de la valeur. Je pense que ça a été un vrai traumatisme pour lui. Je pense qu'il essaye vraiment de rapatrier un certain nombre de productions. Alors s'il y arrive, oui, là, l'opinion peut lui en être gré. Et voilà, je pense que c'est pour le coup un combat important à mener. Vous êtes d'accord, ça peut le rendre un peu moins impopulaire, cette croisade de réindustrialisation? Je suis pas sûr que ça ait un effet positif à court terme. Non. Parce que dans tous ces projets de réindustrialisation, on voit que ce sont des projets à très long terme. Le développement de l'hydrogène liquide, des batteries électriques sont des choses qu'on verra arriver dans des dizaines d'années
au mieux. Et d'ailleurs, l'Élysée, autour d'Emmanuel Macron, on est plutôt concentré sur ce qu'ils appellent les OVQ, les objets de la vie quotidienne. Est-ce que j'ai un lycée accessible à côté de chez moi? Est-ce que j'ai une maison de santé qui est proche? La réindustrialisation, c'est pas un sujet qui touche immédiatement dans la vie quotidienne des Français. Ça crée vraisemblablement une espèce de climat peut-être un peu serein. De là à aller chanter les louanges d'Emmanuel Macron, je pense qu'il y a quand même une marge assez importante. Alors on a appris un nouveau concept très macronien finalement, les OVQ, hein, les objets de la vie quotidienne. Toujours cette novlangue un petit peu surréaliste. Il y a un autre débat. Il y a la question bien sûr de la réindustrialisation des usines, des investissements, des emplois industriels, mais aussi la question du terrain, du débat politique. On en parlait depuis que cette émission a démarré au mois de janvier. Eh bien nous n'avons à chaque semaine, nous avons évoqué la réforme des retraites. Et là, pour la première fois, on sent que ce sujet s'éloigne un petit peu. Alors, j'ai une question que je vais vous poser à tous les trois. Est-ce qu'il a réussi à changer le terrain du débat, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a réussi à passer à autre chose? Est-ce que les Français eux-mêmes sont passés à autre chose? Émilie? C'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai l'impression quand même que ça le suit. Sur des gros projets comme ça, j'ai l'impression qu'il est plus audible que ce qui s'est passé là ces derniers temps, un coup avec les professeurs, un coup avec le lycée professionnel, où finalement il distribue des milliards et des mesures, mais sans être vraiment audible. Sur ce type de gros projet, peut-être que ça peut un peu marquer les esprits, surtout si c'est des résultats qui sont affichés directement. Et moi, ce que je trouvais intéressant sur cet aspect-là d'industrie, c'est que quand même, ça parle aussi à la France périphérique, à cette France, vous savez, qu'on a vu émerger aux Gilets jaunes, qui se sont un peu oubliés parce que justement, c'est pas dans les métropoles qu'on va installer des industries, c'est plutôt, là on voit, c'est Dunkerque. Donc ça parle aussi à une population qui a vu partir des industries, qui a vu partir des militaires, et tout ça, c'est la vie des territoires. Et je pense que en termes de quotidien, ça peut quand même jouer dans l'imaginaire beaucoup plus que les mesures qu'il a annoncées jusque-là. Est-ce que pour autant, la page de la réforme des retraites est tirée? Je crois qu'il y a deux agendas qui se profilent, hein. Il y a quand même toujours l'agenda syndical et politique, puisqu'on sait qu'il y a cette date du 6 juin pour la manifestation, mais surtout du 8 juin pour la proposition de loi du groupe Lyotte qui abrogerait la réforme des retraites. On sent qu'il y a de grandes chances de passer. Et qu'il y a de grandes chances de passer, donc ça peut redonner un élan. Donc il me semble que les deux agendas sont quand même toujours là en parallèle. Gilles, est-ce qu'il a réussi à switcher, à changer de terrain du débat? Au risque de vous décevoir, je suis parfaitement d'accord avec Émilie, et je dirais oui et non. Oui, d'une certaine manière. C'est plus drôle, Gilles, là. Si on se dispute plus. Donc oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'il peut parler d'autre chose. Alors il y a des gens qui vont le poursuivre avec des casseroles, mais enfin, on peut penser que ça va diminuer. Et oui, il peut parler d'autre chose. Oui, les syndicats ont fini par dire oui. Même Sophie Binet a dit que la CGT se rendrait chez Elisabeth Borne à Matignon. Enfin, il y aura un jour, rien n'est oublié. Rien n'est oublié, il y aura un jour un retour du refoulé, et je pense que cette retraite qu'il a imposée à la société, il le payera un jour. Si la loi Lyotte passe, c'est-à-dire que ça sera le seul vote, il y aura eu un seul vote réel sur le texte à l'Assemblée nationale, et il sera contre. Alors, à la fin, ça ne changera rien, parce que le Sénat ne l'inscrira pas à l'ordre du jour, etc. Mais ça... politiquement, ça serait une vraie défaite pour l'exécutif. Politiquement, ça serait une vraie défaite pour l'exécutif, compliqué. François-Xavier. Oui, il le payera un jour. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron n'a plus d'enjeu de réélection. Donc, compte tenu qu'il le payera, la facture, si elle arrive, elle se présentera sous une autre forme qu'une sanction électorale. Peut-être aux européennes ou tout ça, mais ce sera sans doute amoindri. Est-ce qu'il est en train de tourner la page des retraites? Oui, c'est en train de s'effilocher. Ça ressemble un petit peu à ce qu'avait connu François Hollande avec la manif pour tous, ou même jusqu'à la fin de son quinquennat, il était accueilli partout dans ses déplatemps. Des réminiscences, par les veilleurs. Il y a une différence, c'est l'opinion. Dizaines de personnes. Alors, ça va s'effilocher, et pour aider à tourner la page, on voit qu'Emmanuel Macron, là, en ce moment, il s'est lancé dans une opération de carpet bombing de bonnes nouvelles. Il s'attribue tous les dossiers de ses ministres. Donc, l'industrie verte, ça devait être Bruno Le Maire. C'est lui qui va jouer du tambour sur le sujet. La hausse de salaire pour les enseignants, c'est Pape Ndiaye. C'est lui qui va... Le lycée pro. Annoncé. Le lycée professionnel, même chose. Donc, c'est vraiment, là, on balance des fleurs à tout va en essayant de vraiment faire oublier la réforme des retraites. Et d'autant plus difficile pour les ministres d'exister. Alors, vous évoquiez les casserolades qui s'effilochaient. Ça reste quand même assez présent sur le terrain. Il y a toujours des manifestements. Alors certes, ils sont soigneusement tenus à l'écart, mais ils font bruyamment connaître leur opposition avec ces casseroles. Et puis de l'autre côté, on a un président qui a du mal à mettre en scène tout ça. On parle beaucoup, on le critique beaucoup pour des déplacements Potemkin. Je cite bien sûr la cérémonie du 8 mai, où on l'a vu face à des Champs-Élysées quasiment vides à cause du dispositif policier. Ça fait mauvais genre, ça, Gilles Bornstein, non?
Oui, ça fait assez mauvais genre. Les historiens répétaient que la résistance était vraiment le fait des Français. Enfin, on peut dépeindre la France collabo ou résistante comme on veut, mais enfin, la vérité, c'est qu'il y a eu des Français résistants, que la libération, ça a été l'affaire de tous, et que là, on a eu un président dont on a l'impression qu'il l'a fêté tout seul. Et ça, c'est vrai que c'était étonnant. Et je vais peut-être un peu spoiler le reste de l'émission. C'est d'autant plus étonnant de voir les Champs-Élysées seuls quand, la veille, il y a eu 800 fachos du GUD, parce qu'on ne peut pas tellement les appeler 800 fachos, qui, eux, pouvaient occuper le pavé parisien. Donc le contraste entre des fachos qui peuvent manifester tranquillement et des Français privés de célébrer le 8 mai est assez problématique. Manifestement, ça n'a pas échappé à Gérald Darmanin. Émilie ? Moi, j'ai l'impression que c'est pas inintéressant ce qui se passe. Emmanuel Macron, il a toujours trouvé une idée géniale pour sortir des problématiques, pour rebondir. On se souvient du grand débat des Gilets jaunes. Bon, le quoi qu'il en coûte, quelque part, pour le Covid, c'était très protecteur. Là, on voit qu'il n'a pas la bonne idée. Exactement. Il a essayé de faire des petits débats, un peu à l'image des grands débats, mais ça marche pas parce qu'il n'y a pas eu d'inflexion sur ses décisions. Alors qu'avant les grands débats, il avait lâché la fin de la hausse de la taxe carburant qui avait été le déclencheur des Gilets jaunes et il avait distribué 17 milliards d'euros. Là, il trouve pas la bonne idée. Est-ce qu'il est en train d'assumer d'être détesté par une partie de la population française pour ses décisions? Quelque part, c'est ce qui se dessine. On avait l'impression que jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron ne pouvait pas supporter et qu'il avait besoin d'avoir comme ça l'opinion publique avec lui. Besoin d'être aimé, finalement. Besoin d'être aimé. Là, cette image, c'est vrai, du 8 mai qui était très impressionnante, c'était l'image d'un homme seul. Moi, ça me fait penser à Gerhard Schröder qui, en Allemagne, a affronté toutes ces réformes-là comme un espèce de harakiri avant de partir. Voilà, je fais les réformes dont il faut dont la France a besoin, j'ai plus d'élections derrière, je me sacrifie, c'est pour vous. Et d'ailleurs, dans sa rhétorique, depuis un certain temps, il y a eu ces messages-là. Je le ferai, et même si ça me coûte ma vous popularité. Croyez que ça me fait plaisir quand il a dit au 13h, vous croyez que ça me fait plaisir? Vous croyez que ça me fait plaisir? Bien sûr, il est vraiment là-dessus. Alors, est-ce qu'il est prêt à assumer ça? Et peut-être, ça serait le moyen de s'en sortir. C'est difficile, parce que là, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'entre-deux. Moi, je pense que ce qui restera sur la réforme des retraites, parce que la réforme en tant que telle, puisqu'elle est adoptée, on verra pour la proposition de loi, c'est plus la question de la façon d'exercer le pouvoir qui va rester posée dans la population française, surtout auprès des jeunes. Est-ce que sur ça, Emmanuel Macron, un jour, voudra bien entendre cette demande et ouvrir ce chapitre-là? Parce que là, pour le coup, pour cet homme qui a envie de laisser une trace dans l'histoire, ça serait une sacrée trace s'il faisait évoluer cette démocratie, cette façon de d'élire ou de participer peut-être aux décisions politiques, que la population puisse faire ça. Je pense que ça serait une trace énorme et ça serait un beau projet. Non, mais votre point sur le fait d'assumer d'être détesté est très intéressant. Un poids lourd de la majorité me disait il y a quelques jours que finalement le modèle, comme vous le disiez, c'était Schröder. Le modèle de Macron, c'était Schröder. Il assume de faire des réformes très impopulaires, d'être détesté, et il pense qu'on le créditera plus tard, après son départ de l'Élysée. Alors, on va pas spéculer sur faire de la politique fiction, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, il assume d'être détesté, François-Xavier, pour moi, Emmanuel Macron? Alors, il l'assume d'autant plus, et on y revient, qu'il n'a pas d'enjeu de réélection. Mais ça, c'est vraiment un point clé dans le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut, puisqu'à aucun moment, il va devoir revenir en campagne et aller s'expliquer devant les électeurs d'avoir passer cette réforme des retraites de cette façon. Donc oui, il essaye de sculpter sa stature de réformateur courageux qui a réussi à résister à un mouvement d'opinion très fort, extrêmement fort, mais en tout cas en utilisant uniquement les outils que lui donnait la Constitution. Donc il est dans son rôle et il est pleinement en train d'exercer le mandat que lui donne l'élection, la Constitution de la Ve République. Si son modèle c'est Schröder, faut d'urgence prévenir Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et les autres, parce que on a souvent dit en Allemagne que Schröder a fait politique courageuse, les réformes Hartz IV, qui est en gros la libéralisation du marché du travail, car, disent ses défenseurs, précipiter l'Allemagne dans la modernité et dans un certain succès économique. Et dans la précarité pour beaucoup de travailleurs. Dans la précarité, les emplois à 1 000 €, etc. Voilà. Mais on sait que ça a durablement éloigné le SPD du pouvoir. Donc si c'est son modèle... À la fois, je comprends qu'il a ça, mais à la fois, je ne pense pas qu'il ait l'humilité telle pour dire que la force politique que j'ai créée, je vais faire tout ce qui l'éloigne du pouvoir pendant 10 ans. Parce que
ça a été le prix à payer. Là, ça a été le prix que le SPD a payé aux politiques de Gerhard Schröder. C'est vrai que la gauche allemande a été éloignée du pouvoir pendant plus de 10 ans. François-Xavier, le mot de la fin très rapidement. Oui, non, mais peut-être qu'il se voit plus en Thatcher qu'en Schröder. Parce qu'après C'est tout, il a... sans femme alors. Alors vous avez raison, c'est vrai que la violence et l'intensité du conflit social a plus à voir avec les réformes libérales de la première ministre britannique des années 80. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour parler de Marine Le Pen, de l'extrême droite, mais aussi de ce fameux défilé de l'ultra-droite qui a tant fait jaser ces derniers jours. A tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous, troisième et dernière partie de notre débat. Last but not least, Marine Le Pen en campagne présidentielle permanente. La semaine dernière, le 1er mai, elle était au Havre pour une autoproclamée fête de la nation, un discours où elle a essayé de prendre de la hauteur et dans lequel elle s'en est prise, je cite, à la transition civilisationnelle et au wokisme. On l'écoute. Enfin, il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement. C'est la transition civilisationnelle, celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme, cette idéologie de la culpabilisation occidentale, de l'orchestration d'un ressentiment général, de la négation de nos repères, de nos valeurs. Être woke, c'est se considérer d'abord comme une victime. Et donc, c'est voir dans chaque voisin un oppresseur potentiel. Un oppresseur qui, dès qu'il est désigné, est voué à une condamnation définitive, sans pouvoir se défendre, sans même pouvoir attendre la moindre rédemption. Alors, la transition civilisationnelle, le wokisme, mais presque pas un mot sur les retraites, ce qui d'ailleurs ne change pas, puisque pendant toute la réforme, le Rassemblement national a été totalement absent. Est-ce que c'est la bonne stratégie, Gilles Bornstein, le combat culturel, comme dirait l'autre ? Alors je suis surpris par votre question, parce que je croyais que vous alliez me demander si le fait de tout jouer sur 2027... On va y venir. Franchement, le combat culturel, j'ai du mal à le dire, parce que c'est compliqué d'évaluer l'état de la société française vis-à-vis de ça. On sent que le wokisme excessif que peut endosser parfois la France insoumise ne recueille pas la majorité. Maintenant, on sent quand même qu'il y a des aspirations progressistes dans la société française. Qu'est-ce qu'il emporte ? Enfin, j'avoue ne pas savoir qu'est-ce qu'il emportera dans 4 ans. Je ne suis pas trop capable de vous le dire. Émilie, c'est pas un petit peu décalé ces questions-là, culturelles, par rapport aux préoccupations des Français ? Moi, je me suis posé la question, justement, parce qu'ils ont organisé aussi un colloque là-dessus, sur le wokisme, avec Jordan Bardella. Et je me dis, est-ce qu'ils ont besoin de resserrer les troupes avec ces fondamentaux de l'électorat, justement, d'extrême droite ? En même temps, parler de wokisme, c'est pas être complètement sur l'immigration et sur ces questions-là qui font partie de ces fondamentaux. C'est quand même assez malin, parce que ça peut parler à la droite, ça peut parler à des électeurs, par exemple, d'Éric Zemmour. Donc, est-ce que c'est pas une opération pour, justement... on voit qu'elle est là, actuellement, plutôt en bonne position, hein, justement, par son absence sur la réforme des retraites, ou en tout cas... globalement, des débats, on n'a pas trop entendu. Est-ce que c'est une façon de resserrer les troupes à droite, Éric Zemmour, d'avoir cette espèce de fantasme de réunion des droites que portait Éric Zemmour ? Moi, je me demande s'ils ne sont pas un peu en train de parler à ces camps-là, parce que le reste du travail est fait par l'absence de parole et par le gouvernement qui, comme on le disait tout à l'heure, font beaucoup de clins d'œil sur tous les sujets. Donc, j'ai l'impression que c'est ce positionnement-là qui est assez modeste, mais qui n'est pas idiot à faire maintenant. Mais c'est un positionnement qui, alors je fais référence à la remarque de Gilles, qui vise 2027. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour jouer déjà la présidentielle ? On a l'impression que Marine Le Pen, elle ne fait que ça. Tout 2027, rien que 2027. Est-ce que c'est pas prématuré ? Alors oui et non. Bon, essayer de mettre... Attention, faites pas trop de en même temps, François-Xavier. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est vrai que 2027, c'est loin, il peut se passer beaucoup de choses, tout ça. Mais dans une optique de conquête du pouvoir, le combat culturel que vous évoquiez, David, disons plutôt bataille des idées, en référence à Gramsci. D'accord. Remporter la bataille des idées, c'est ce qui prépare l'accession au pouvoir. Et donc, Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est là-dedans, dans la bataille des idées, le combat culturel, c'est-à-dire préparer le terrain
et les esprits pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est pour ça qu'elle ne se prononce pas sur les retraites, parce qu'avec les retraites, on reste plutôt dans quelque chose de technique, qui est est-ce qu'on bouge un curseur plutôt ici, plutôt là, est-ce qu'on économise tant de milliards, ça. C'est pas du niveau d'une candidate à la présidentielle. Enfin, c'est ce que pense en tout cas Marine Le Pen. Autre chose, deuxième point. Ce qui fait la force de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est la faiblesse d'Emmanuel Macron. Il ne faut jamais oublier que le clivage qui existe, qu'essaye d'instaurer Marine Le Pen et Emmanuel Macron depuis 2017, est un clivage qui oppose les pro-européens eurosceptiques d'un côté, les réformateurs conservateurs, nationalistes, mondialistes, comme elle dit, et que ce clivage-là, il s'est vérifié dans les urnes depuis 2017. Donc le face-à-face à 2 reprises à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections européennes, où malgré Emmanuel Macron sortait de la crise des Gilets jaunes, il arrivait en 2e position derrière Marine Le Pen et très loin devant tous ses autres concurrents. Donc on voit que ce clivage-là, ce nouveau clivage politique que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont intérêt à installer pour remplacer la droite et la gauche, il est toujours présent dans le paysage politique et ils sont encore en train de continuer à l'ancrer dans le pays. On est à 1 an des prochaines élections européennes. Il y a eu des déclarations dans les 2 camps pour se positionner les uns contre les autres. C'est marrant, je regardais le Figaro du 10 mai il y a 4 ans. On était déjà exactement dans la même configuration. Donc est-ce que c'est trop tôt, pour en revenir à votre question initiale, de préparer 2027 ? Non, quand il s'agit de vraiment faire infuser dans le pays l'idée de ce clivage et de l'ancrer dans le clivage, parce que c'est une révolution culturelle de passer d'un clivage droite-gauche à un clivage européen, eurosceptique, un nouveau nationaux clivage progressistes, voilà, comme le disent les intéressés. Gilles, 2027 comme unique horizon politique, c'est une erreur stratégique pour Marine Le Pen ? Moi, je ne suis pas certain que ça soit une erreur stratégique. On le voit vis-à-vis des opposants aux réformes des retraites. Il y a 2 stratégies totalement opposées. LFI est contre la réforme des retraites, le Rassemblement national, la gauche, la NUP est contre la réforme des retraites, le Rassemblement national aussi, et ils agissent totalement différemment. Il y a du côté de la gauche l'idée de dire c'est pas fini, c'est pas un baroud d'honneur, on peut encore gagner. Le président va céder. Il y a eu 12 journées d'action, il n'a pas cédé, mais ils expliquent qu'à la 13e, il va céder. Le Conseil constitutionnel a validé la réforme, enfin, ils expliquent qu'il va encore avoir un truc. Là, c'est le vote Lyotte le 8 juin. Oui, le vote Lyotte le 8 juin, on l'a dit tout à l'heure, ça peut avoir un effet. Mais ils essayent d'entretenir les opposants dans l'idée qu'il y a une issue tout de suite et que le président peut céder. Elle fait exactement l'inverse. Elle dit « Ok, je suis tout aussi contre cette réforme, mais enfin voilà, faut voir les choses telles qu'elles sont. Le président ne cédera pas. Et le seul moyen de revenir sur cette réforme, c'est de m'élire en 2027. » D'accord, c'est dans 4 ans. Mais voilà, elle explique que moi je suis une opposante responsable, je ne vous vends pas des illusions, je ne vous demande pas de faire grève et de perdre des journées de salaire pour un motif que je sais complètement vain. Parce que et une bataille perdue. Et une bataille perdue d'avance. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Elle joue les institutions. Elle joue les institutions et elle joue une sorte d'efficacité. Enfin, elle dit l'efficacité. Si vous voulez revenir sur cette réforme, l'efficacité, c'est de m'élire. En même temps, elle prend l'engagement que sa première mesure serait d'annuler cette réforme. Donc, elle joue. Elle essaye de faire valoir auprès des opposants qu'elle joue une sorte d'efficacité institutionnelle. Alors, dans cette quête de respectabilité, il y avait aussi la volonté d'en finir avec l'époque du Front National, de la fête de Jeanne d'Arc de Jean-Marie Le Pen et les fameux 1er mai à la papa. Et pourtant, on a vu lundi que, avec ce fameux défilé du GUD et de l'ultra-droite que vous évoquiez, Gilles Bornstein, plusieurs centaines, 800 je crois. Entre 5 et 8, oui. Entre 5 et 800 manifestants, de noirs vêtus, drapeaux avec croix celtique en plein Paris et quelques saluts nazis. Ça a évidemment créé de l'inquiétude et de la polémique. Qu'est-ce que ça vous inspire à tous, ce défilé, Émilie, d'abord? Moi, ça m'a effrayé quand même. Et puis surtout, à l'heure où le gouvernement interdit toutes les manifestations de casseroles, qu'ils aient pas réagi plus tôt sur l'enjeu que ça représentait de ne pas interdire ce type de manifestation, oui, c'est choquant. Alors après, l'argument de dire il n'y avait pas de menace à trouble à l'ordre public, pourquoi pas, mais je suis pas sûr que les casseroles, ça soit vraiment non plus une menace. Et la preuve, c'est que toutes ces interdictions ont été, pour la plupart, je parle pas de la dernière du 8 mai, mais retoquées. Donc là, il y avait quand même un 2 poids 2 mesures qui n'était pas très favorable au gouvernement. Gilles Bornstein? Oui, d'ailleurs, Gérald Darmanin s'en est rendu compte, puisque hier, il a fait de la politique. Alors, pour le coup, il n'a pas fait du droit, il a fait de la politique, parce que Laurent Nunez a fait du droit en disant il n'y avait pas de motif d'interdiction. J'ai déjà essayé d'interdire une manif comme ça, et j'ai été cassé par la justice. Alors, on va l'écouter, Gérald Darmanin, vous reprendrez après. Il s'exprimait hier à l'Assemblée nationale sur ce sujet.
j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Gilles, je vous ai coupé, je vous laisse reprendre. Non, je trouve ça pose plein de questions. Là, Gérald Darmanin, il fait de l'agitation politique. Il fait de la politique. Il dit, moi, je suis ministre, je suis choqué, comme tout le pays, j'ai été choqué, et donc je demande l'interdiction. Je sais très bien que les tribunaux vont la casser, parce que de fait, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, mais j'assume, je laisse la justice juger. Moi, ça me pose une question, là, pour le coup, qui est une question au-delà de la politique. Parce que je pense que Laurent Nunez a raison de dire qu'en l'état, ça aurait été cassé par les tribunaux et que si demain il y a la même chose, là j'ai vu pendant l'émission qu'il y a eu une manifestation d'un autre groupuscule facho dimanche dont le préfet vient de demander, l'Action française je crois, dont le préfet vient de demander l'interdiction. La question est, le simple fait que des fachos manifestent dans Paris, même s'ils ne cassent rien du tout, est-il un trouble à l'ordre public ou pas? Vraie question. Certains ont dit ça. Certains ont dit de voir des nostalgiques d'un passé révolu défiler, est-il en soi un trouble à l'ordre public sans même s'intéresser aux violences qu'ils peuvent commettre? J'ai pas la réponse. Oui, parce que j'ai pas la réponse parce qu'on va vers une interdiction, une éventuelle interdiction de manifester dangereuse, parce que nous sommes en démocratie, on doit accepter l'idée que manifestent, y compris des gens contre qui on lutte. Mais je pense qu'au bout du bout, la question c'est ça. François-Xavier. Oui, on peut placer ça en miroir des Black Blocs. On voit qu'il y a quelque chose de décomplexé dans l'expression d'une forme de violence, alors qu'elle soit physique avec les Black Blocs ou visuelle, ou même avec la manifestation du GUD. Tout ça illustre en fait des deux côtés que Emmanuel Macron est un peu isolé et que la seule chose qu'il a réussi à faire monter durant son mandat sont les extrêmes, avec une extrême gauche décomplexée d'un côté et une extrême droite décomplexée de l'autre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que... Finalement, de ce point de vue, en même temps, c'est réussi. Oui, si on peut dire ça, oui, David. Alors, le GUD, c'est ce mouvement créé en 1968 à Assas, d'ultra-droite, dans la filière nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire en gros, on peut le dire néo-nazi. GUD qui avait été mis en sommeil il y a quelques années, qui ressurgit depuis quelques mois dans les facs, notamment à la faveur de la réforme des retraites. Il y a eu quelques actions dans les universités. Et puis, on a constaté lundi la présence d'un membre du GUD de l'ancienne génération, un certain Axel Lousteau, qui est un proche de Marine Le Pen, qui a d'ailleurs été mis en cause dans plusieurs affaires judiciaires liées aux campagnes électorales du Front puis du Rassemblement national. Est-ce que, pour terminer en beauté, si j'ose dire, je vais vous faire un petit tour de table, est-ce que ça veut dire que cette présence-là, ce défilé-là, le ripollinage au Rassemblement national n'est que de façade et qu'il y a encore beaucoup de porosité, Émilie? En tout cas, ça craque. Ce ripollinage qu'on a vu particulièrement pendant la présidentielle 2022, c'était même plus de l'institutionnalisation, c'est de la normalisation, avec 98 députés en plus à l'Assemblée nationale. Et bien là, oui, on peut enfin reparler d'extrême droite, parce que c'est très difficile de reparler d'extrême droite pour le Rassemblement national. Et bien là, on voit ça. Moi, je me pose une question sur un maillon qui pourrait être trop fort justement au niveau du Rassemblement national, et pourtant c'est étonnant, parce que lui ne porte pas le nom de Le Pen, c'est Jordan Bardella. Parce que je pense que lui, alors est-ce qu'elle peut s'en servir, Marine Le Pen, d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas, on a l'impression qu'il est beaucoup plus sur une ligne beaucoup plus forte, sécuritaire, identitaire, assez marqué. On l'a entendu récemment reparler de peine de mort tout en disant non mais moi je suis pas pour la peine de mort, mais on va quand même dire que ça diminue les peines. Moi j'ai l'impression que ça peut être un maillon faible pour le RN, mais heureusement qu'on reparle d'extrême droite et qu'on voit à nouveau la réalité de ce que c'est que ce parti. Le vrai visage de ce parti. Très rapidement, Gilles et François-Xavier, pour conclure en quelques secondes, ripollinage de façade ou non? Non, je dirais pas que c'est un ripollinage de façade. D'une certaine manière, on peut contester et être un ennemi farouche et résolu de Marine Le Pen. D'une certaine manière, elle s'est institutionnalisée et Marine Le Pen ne prône pas tout à fait, même s'il y a encore la préférence nationale. Il faut regarder le programme, Rien que le programme de la présidentielle. J'ai dit ne prône pas tout à fait, et j'ai dit il y a la préférence nationale. Marine Le Pen n'est pas son père. Voilà, Marine Le Pen n'est pas son père.
ce qui ne vaut pas approbation, évidemment, de ma part. Mais le parti n'a pas tellement changé. François-Xavier. Tous les partis politiques drainent derrière eux une frange dure, et là, on la voit apparaître au-delà de la normalisation du Rassemblement national. Cette normalisation qu'on croyait installée avec l'Assemblée nationale, mais on voit qu'en fait, elle entraîne derrière elle la décomplexification de ces mouvements-là qui apparaissent au grand jour. Eh bien, merci à tous les trois pour vos explications lumineuses et vos éclairages. Nous savons tout de la grande offensive de printemps contre la fraude à la fois fiscale et sociale, la longue marche du président Macron pour reconquérir l'opinion qui continue, de la stratégie de Marine Le Pen et de ses déboires. On se retrouve mercredi prochain à 21h pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie bien sûr des meilleurs décrypteurs de la politique. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.